Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver sur France 3 pour le retour de la Route d'Occitanie, 48e édition. Bonjour Laurent Jalabert. Bonjour Benoît. C'est un grand plaisir de vous retrouver et de retrouver cette course, la Route d'Occitanie, qui n'avait pas pu se tenir l'année dernière, faute de JO évidemment, mais qu'on retrouve avec grand plaisir cette année. Et on attaque très fort aujourd'hui et très chaud, Laurent, avec un contre-la-montre. Un contre-la-montre individuel, long de 10 km 500 et surtout un contre-la-montre très difficile puisque ça monte pendant 8 km sur les 10 km 500. Donc voilà, une grosse proportion en montée, très exigeant et puis en prime, il fait, comme c'est souvent le cas ici d'ailleurs, souvenez-vous, lorsque nous étions venus la dernière fois à Roquefort, il fait très très chaud. Et donc ça, quand on va produire un effort maximal sur près de 20 minutes, évidemment c'est compliqué. On a aperçu évidemment en présentation de cette route d'Occitanie, eh bien, le viaduc de Millau, magnifique œuvre architecturale qui enjambe le Tarn, 2460 mètres exactement, ce magnifique viaduc de Millau qui est une réussite depuis plus de 20 ans maintenant et qui est à quelques kilomètres seulement du point de départ aujourd'hui, qui est basé à Saint-Affrique et donc destination Roquefort, un peu plus de 10 km d'efforts solitaires aujourd'hui pour ce contre-la-montre. Avec ici à l'image Rudy Mollard qu'on avait laissé sur le Dauphiné fatigué, qui avait même abandonné, Laurent, qui n'avait pas fini. Il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé effectivement le critérium du Dauphiné, Rudy Mollard, et il est dans ce contre-la-montre aujourd'hui avec des sensations qu'on imagine peut-être pas très bonnes parce que voilà, il a abandonné le Dauphiné sans jamais avoir pu se montrer à son avantage. Il y a peu de chances pour que ça ait pu évoluer en si peu de temps. Rudy Mollard, c'est un bon grimpeur, alors ce contre-la-montre devrait quand même à peu près lui plaire. Il est ici dans la partie finale, le meilleur temps on le voit, c'est Schiffer, 16 minutes et 2 secondes. Oui, on a vu son arrivée au ralenti, Anton Schiffer, l'Allemand. Un peu moins de 40 km/h de moyenne, ce qui est quand même une sacrée moyenne compte tenu du profil de ce parcours. On le voit, ce dernier kilomètre, il est exigeant. Et c'était exactement la même chose dès le départ. Au kilomètre 0, les coureurs montent pendant 5300 mètres jusqu'au point intermédiaire. Une descente ensuite de 2 km à très vive allure avant d'aborder cette ultime partie, les 3 km 500 restants jusqu'à la ligne d'arrivée ici à Roquefort. Rudy Mollard qui est dans le dernier kilomètre à 500 mètres de la ligne précisément. Oui, et ça n'en finit plus de monter jusqu'à Roquefort, et encore, j'ai envie de dire, on a repéré les lieux, Laurent, ensemble, ça monte encore après, après la ligne d'arrivée. Heureusement pour eux, c'est arrêté au pied du village de Roquefort. Dans cette étape, donc, longue d'un peu plus de 10 km, première étape de cette route d'Occitanie qui en comporte 4. On aura droit à 4 étapes réparties mercredi, jeudi, vendredi et samedi en montagne avec des cols majestueux à gravir, notamment le col du Tourmalet que nous aurons le plaisir de redécouvrir encore une fois vendredi dans la montagne. Donc c'est un avant-goût cette montée finale et on voit l'arche d'arrivée à 150 mètres maintenant pour Rudy Mollard. Il est largement battu, Rudy Mollard, par Anton Schiffer. Anton Schiffer qui est arrivé il y a 5 minutes à peine et qui a marqué donc le meilleur chrono. À 37 km/h 500. On est pour le temps de référence, celui d'Anton Schiffer a une moyenne inférieure à 40 km/h, 39 km/h 400. C'est dire si ce parcours est exigeant pour une moyenne inférieure à 40 km/h sur un contre-la-montre. Ça en dit long sur la difficulté du parcours. Alors ce chrono de 10 km 500, c'est vrai que pour une première étape c'est particulier, c'est difficile à gérer pour tout le monde, bien sûr pour les coureurs. La journée est très longue pour peu de kilomètres finalement, mais cette journée sera très importante au terme de cette épreuve parce que ces 10 km 500 vont déjà permettre de voir des positions très claires et on aura une idée des forces en présence à l'issue de cette étape. Et il faudra voir parmi ceux qui auront marqué les meilleurs temps, quels sont ceux qui en montagne pourront tirer encore leur épingle du jeu. Parce que de la montagne, il y en a. Oui, c'est aussi l'avantage de ce parcours montagneux, on va dire, pour un chrono aujourd'hui. Ça va nous donner tout de suite un état des lieux quand même des grimpeurs aussi, qui vont pouvoir s'exprimer vendredi et samedi. Dorian Godon au départ. Dorian Godon, un coureur complet, qui a une belle pointe de vitesse, qui d'ailleurs se défend très bien lorsque ça monte sur des bosses comme celles que l'on trouve dans la région. Et qui va donc faire ce chrono à bloc. Et on le voit, malgré la difficulté du parcours, les coureurs n'hésitent pas à enfourcher les vélos de contre-la-montre, matériel spécifique, très exigeant, des objets
qui permettent d'atteindre de belles vitesses. Alors on peut se poser la question sur un parcours comme celui-là, ça vaut vraiment la peine? Je crois que la réponse est oui. On est dans un chrono et il est important d'avoir le matériel adéquat pour ce type d'exercice. Et malgré tout, quand on est en position sur le guidon triathlète, ça va quand même plus vite. Et ça ne dure pas si longtemps finalement. On est là avec Lucas Boniface, le français. Et toujours, donc, vous le disiez, Laurent, Anton Schiffer qui est devant, qui a été d'ailleurs en tête aussi à l'intermédiaire au sommet de la difficulté du jour, la côte de Tiergue. Voilà, vous marquez un temps de référence de 9 minutes et 47 secondes pour les 5300 premiers mètres. Rémi Rocha, un garçon qui grimpe très bien, qui devrait logiquement être assez à son avantage cette semaine sur cette route d'Occitanie. Oui, qui est un petit format. Ouais, petit format, un bon puncher. Puncher. Un garçon qui aime bien aussi aller à l'avant. C'est pas un spécialiste du chrono, mais sur un parcours comme celui-là, il devrait aimer davantage ce type d'effort. Ouais, et il a plutôt été bon sur le dernier Giro qu'il a terminé. Rémi Rochas qui avait fini 4e et 5e dans 2 étapes sur le Giro, qui est en bonne forme. C'est l'une des questions du jour d'ailleurs, Laurent. On se dit souvent dans la foulée d'un grand tour, d'un Giro. Alors souvent dans la semaine qui suit, dans les 2 semaines qui suivent, on a encore finalement un peu l'adrénaline qui reste du Giro. La question est de savoir s'ils vont bien récupérer pour être performants de nouveau, mais 3-4 semaines après, là c'est différent quand même. Ça commence à faire loin, oui. Le Giro s'est achevé il y a déjà bientôt 3 semaines, 2 semaines et demie. Et ça commence à faire un peu loin. C'est vrai que lorsque l'on sort d'un grand tour, il y a quand même un état de fatigue avancé. On a, c'est vrai, du rythme de compétition, mais on est aussi très usé, fatigué par les 3 semaines de course. Après quelques jours de récupération, bien souvent, si on revient à la compétition assez vite, dans les 10 jours qui suivent, on se rend compte en fait qu'une fois qu'on a été poussé un petit peu dans les retranchements, la condition est là. Et on est capable de mettre un peu plus de braquet que les adversaires. Là, on est quand même presque 2 semaines et demie après la fin du Giro. Peut-être que justement ceux qui n'ont pas su bien gérer cette période après Giro, la transition pour eux sera peut-être difficile. Remettre en route ici, refaire de gros efforts. Ils vont sentir les muscles qui gonflent et pas forcément l'énergie qui va avec pour être efficace. Donc voilà, c'est un petit peu ce que l'on va découvrir. Il y a des bons coureurs qui ont participé au Giro. On a ici le 13e du Tour d'Italie qui est présent, Davide Piganzoli dans le team Polti. Il y a également Nicolas Prodhomme qui a terminé 14e, qui a été plusieurs fois dans le top 5 sur les étapes de montagne. Voilà des garçons qui pourraient donc briller cette semaine sur ces routes de la route d'Occitanie. Mais bon, on verra dans quel état de fraîcheur finalement ils arrivent ici. Et attention notamment à ce garçon également, Alexander Jefferson Cepeda, oui, de l'EF Education First, qui pourrait être un des prétendants aussi à la victoire finale. Laurent, vous voyez ce petit QR code sur l'écran? Eh bien, on reprend des bonnes habitudes comme il y a 2 ans. Laurent, sachez qu'avec vos téléphones, vous pouvez, vos smartphones, aller scanner ce petit QR code et poser directement vos questions à Laurent Jalabert, qui répondra évidemment à l'antenne tout au long des 4 étapes de cette route d'Occitanie, à commencer par aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller scanner ce petit QR code et à poser vos questions à Jaja, à Laurent Jalabert. 10 secondes. Vous avez vu l'accent? 10 secondes. 5, 4, on est en Occitanie. 2, 1. Et ça s'entend. Allez, c'est pour tout le monde pareil. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Simon Guglielmi. Et Dorian Godon, que l'on a vu s'annoncer tout à l'heure, qui est dans cette première difficulté, qui a déjà juste devant lui le coureur qui est parti devant lui, c'est le coureur de Total Energy. Baptiste Vadic. La plupart des coureurs, on l'a vu sur ce gros plan, mais on a une roue lenticulaire à l'arrière seulement aujourd'hui. Oui. Sur ce chrono qui est essentiellement en montée, on l'a dit, il y a quand même 80% globalement du parcours aujourd'hui qui est en montée. Oui, c'est exactement ça, 80%. Il y a 2 km 300 de descente pour 10 500 mètres. Donc c'est bien 80% de montée. Une montée qui n'est pas très raide,
mais qui impose d'employer du gros développement. On ne peut pas monter très fort non plus et sortir presque du 40 km/h sur un tracé comme celui-là, c'est déjà une grosse performance. Malgré tout, c'est vrai, la roue lenticulaire pour la petite portion en descente. Et puis parce qu'elle donne la cadence aussi quand on pédale, voilà, ça résonne, ça donne ce rythme, voilà, que le coureur aime bien entendre, sentir l'efficacité. Et lorsqu'il basculera là, après 5300 mètres au sommet de cette première difficulté, eh bien, il pourra prendre de la vitesse. Et puis les roues lenticulaires aujourd'hui, elles sont quand même très légères aussi. On roule beaucoup avec des tubeless et la pression dans les pneumatiques n'est pas très importante. Voilà, on a optimisé toutes ces connaissances pour avoir un rendement maximum. Rien à voir avec l'époque que j'ai pu connaître, hein, où nous roulions avec des boyaux de 18 dans les contre-la-montre gonflés à bloc à 11 bars, parce que voilà, il fallait que ce soit dur, il fallait que ça siffle, et finalement on se rend compte que dans le temps on est passé à des sections plus larges avec beaucoup moins de pression et que c'est un rendement qui est bien amélioré. On est là dans une portion quand on sort de Saint-Afrique où on a le sentiment que c'est un faux plat montant à cet endroit-là précisément que l'on voit ici à l'image. Ça monte quand même bien. Hein. C'est un faux plat bien montant quand même lorsqu'on sort de Saint-Afrique. La difficulté est tout de suite d'ailleurs. Vous sortez de la rampe, vous tournez à droite puis à gauche et vous sortez aussitôt de Saint-Afrique par une difficulté tout de suite à des pourcentages à 5, 6, 7%. Il y a un petit replat ensuite entre guillemets avec ce faux plat montant de 4% seulement et puis ça remonte encore pour aller jusqu'en haut ou presque de cette côte de Tiergues avant de redescendre sur la droite ensuite direction Roquefort. C'est une côte que connaissent beaucoup aussi les coureurs à pied lorsqu'ils font les fameux 100 km de Millau. Il y a beaucoup de côtes à prendre autour de Millau et cette fameuse course des 100 km eh bien, prend notamment cette côte de sortie là, de Saint-Afrique, cette côte de Tiergues. De toute façon, c'est pas compliqué, Benoît. Quand vous venez faire du sport dans la région, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas grand-chose de plat ici. Hein. Ça monte, ça descend, c'est un très beau terrain de jeu, très vallonné. Et à vélo, on peut prendre du plaisir, mais on peut aussi beaucoup souffrir. Cette bosse initiale, pour se lancer dans un chrono, elle sape, elle fait mal aux jambes, mais elle fait mal au moral aussi, hein, parce qu'il faut garder le cap là. On a l'impression d'être collé, de ne pas avancer. Les derniers kilomètres d'ascension pour cette première portion concernant Vadik qui va être repris par Dorian Godon qui est parti 1 minute après lui. On part toutes les minutes sur cette rampe de départ ici au cœur de Saint-Afrique. Il est en train de le reprendre. Alors on a le droit de prendre, on va dire, légèrement l'aspiration, mais tout de suite il faut se décaler. Sur un chrono, on n'a pas le droit de rester dans la roue derrière trop longtemps. Non, on n'a pas le droit. Dès qu'on rentre dans un périmètre inférieur à 3 longueurs de vélo, hein, donc à peu près 7,50 m, il faut se décaler. On ne peut pas rester, sinon on peut être sanctionné. Et Gutiérrez qui en termine à 37 secondes, toujours de Anton Schiffer, qui a toujours le meilleur chrono en 16 minutes 02. Ce qui nous indique d'ores et déjà que tout cela devrait se gagner sous les 16 minutes. Ah oui. Et c'est quand même une bonne perf. On imaginait que ça se gagne aujourd'hui entre 16 et 17 minutes vu la chaleur, vu la difficulté. Ça ira même encore plus vite aujourd'hui. Ah, puis les coureurs, quand ils franchissent la ligne d'arrivée, ils sont à bout de souffle là. Ils sont à bout de souffle, l'effort est violent. Ça demande un bel échauffement, une bonne préparation. Il faut être prêt à produire l'effort violent qu'impose ce début de parcours. Et le final également. Donc Parti sur de très grosses bases.
vient de bifurquer sur la droite, qui est en train de prendre la portion descendante avant de remonter vers Roquefort. Voilà, là il va pouvoir profiter pleinement du matériel qu'il a utilisé jusque-là. Bon, dans la bosse, c'était pas réellement un avantage, mais c'était pas un inconvénient non plus par rapport à un vélo traditionnel. Sur une distance aussi courte en contre-la-montre. Mais là maintenant, sur ces 2,5 km de descente, là il peut embrayer fort et en aéro, il n'y a pas mieux. Hein. Donc il ne perdra bien sûr rien du tout dans cette partie descendante. Et il devra donc, après avoir négocié le rond-point au bas de la descente, sur la partie la plus technique du parcours, et franchement c'est pas compliqué, il devra affronter ensuite les 3 km 700 restants jusqu'à la ligne. Qu'il en profite bien de cette portion. Ce sont les 2 km 300 sans montée aujourd'hui sur le parcours, et on voit que la vitesse là est très élevé sur cette portion là où il va, j'imagine, on n'a pas le kilométrage, mais dépasser largement les 60 km/h dans ce plat descendant, largement, même au-delà des 70 peut-être même. Oui. Là il a tout à droite, le plus grand plateau et le plus petit pignon. La fréquence de pédalage est alentour de 90-100 tours minute ici, et avec ces braquets aujourd'hui utilisés par les coureurs du 58 ou peut-être même 60, on n'hésite pas à mettre des grosses soucoupes à l'avant pour amener plus de braquets sur des portions favorables comme celle-ci. Et puis ensuite c'est vrai que, attention, voilà la petite partie technique là, le rond-point à négocier juste en bas, et la trajectoire est bonne. Et aujourd'hui, je disais donc que les roues libres sont très étagées à l'arrière. Il y a beaucoup d'écart entre les dents. On n'est plus à l'époque où les dents se suivaient d'une en une. Et donc voilà pourquoi on n'hésite pas à utiliser des très très gros plateaux, parce que quand on fait l'équivalence des rapports, c'est la même chose finalement qu'à l'époque où les coureurs roulaient avec un 54 par exemple dans les contre-la-montre, mais avec une roue libre qui partait d'un 11 dents jusqu'à un 23 ou un 25. Voilà, il a passé ce rond-point, pif paf, et il n'y a plus rien de technique maintenant, c'est que du physique et du mental jusqu'à la ligne. Ça descend encore 200 mètres, et ce sera que de la montée jusqu'au bout, pour aller chercher peut-être le meilleur chrono ici sur la ligne. En tout cas, il est bien parti pour Dorian Godon, le coureur de Décathlon AG2R. On a vu Rémi Rocha partir, nous disions qu'il sortait du Giro, qu'il avait bien marché. Le temps intermédiaire de Rémi Rocha est lui aussi sous les 10 minutes, mais il perd pour l'instant 8 secondes. 8 secondes sur Dorian Godon, qui donc est en tête avec 9 minutes 40. Il est là, Rémi Rochas, qui est à 3 km maintenant de l'arrivée. Danny Van Der Tuck au départ, le coureur de Euskadi. C'est pas trop un nom basque ça, hein? Non, l'équipe est basque, mais lui il est polonais. Est polonais. Et Rémi Rochas qui est tout proche maintenant de la montée vers le village de Roquefort. Et ici toujours avec Dorian Godon qui lui est en pleine montée, ça va toujours bien là, il avance vite là parce que ça grimpe quand même. Elle est exigeante cette montée, c'est pas très dur, il y a quoi 6% peut-être, mais quand on est obligé d'amener un gros plateau et à monter fort, c'est des montées difficiles, hein. Ça brûle dans les cuisses. Et il est toujours concentré, assis sur sa selle, bien en position sur son guidon aérodynamique. Il est parti pour faire un très bon temps, je pense. Ouais, il avait fait un top 20 sur le deuxième chrono sur le Giro cette année, Dorian Godon. Qui est très très bien parti. Et qu'on avait vu remporter par Camembert notamment 2 fois, Dorian Godon. D'étape aussi sur le Tour de Romandie l'année dernière. Le grand Dorian Godon, parce que c'est un grand gabarit sur son vélo, est parfaitement en place pour l'instant
Dorian Godon qui a ce chrono à battre, 16 minutes 2 secondes et 65 centièmes d'Anton Schiffer, toujours leader pour l'instant. Il faut arriver dans moins d'une minute maintenant pour Dorian Godon. Ouais, mais il est dans le dernier kilomètre là, il est pas loin d'arriver. Je pense qu'il peut passer devant. 300 mètres. Ah oui, ça va le faire. Ça va le faire pour Dorian Godon. Les 300 derniers mètres, on va le deviner quasiment au bout de la dernière ligne droite là. Avant d'arriver sur la ligne d'arrivée, juste avant Roquefort. Il ne s'est pas levé de sur la selle, hein, toujours en position. Il a bien joué du dérailleur. Essayer de garder la même efficacité. Il est très puissant dans son coup de rein. Il sera devant, oui. Assez largement même. Oui, il y aura quasiment une dizaine de secondes d'avance, peut-être mieux 15, même pour Dorian Godon, une quinzaine même. Oui, Dorian Godon à 40 km/h tout pile. Ouais, bravo. Pour Dorian Godon, nouveau meilleur chrono. En 15-46, 16 secondes d'avance exactement sur Anton Schiffer. Un beau temps de référence, hein, et pas très étonnant parce que, encore une fois, Dorian Godon, qui a une belle pointe de vitesse, est aussi un garçon qui brille quand les parcours sont accidentés. Et ce genre de boss, je pense qu'il les affectionne énormément. Allez, Rémi Rocha qui se relance, lui, voilà, de style différent. Ouais. Il a du mal à rester en position, il a besoin de remettre un petit peu de braquet, de s'assouplir les ischios qui sont mis à contribution, hein, lorsqu'on est assis sur la selle tout le temps à pousser, à tirer du côté opposé. Encore 500 mètres à parcourir pour Rémi Rochas. Alors que Lucas Boniface en termine lui au-delà des 17 minutes, 17-35-67 pour le Français de la Total. Il a fait un beau parcours Dorian Godon, hein. C'était très appliqué, on a senti la puissance qu'il dégageait, hein, sur la bosse initiale et aussi vers l'arrivée. Dans la descente, il n'a rien perdu, bien sûr. Avec son grand gabarit, quand il est lancé, ça va vite. Ce sera un temps difficile à battre, hein. C'est toujours possible, mais il a mis la barre un peu haut. Et Rémi Rocha qui aperçoit la ligne. Ouais, on l'aperçoit, mais on n'y est pas. Et il relance encore une fois. C'est dans un parcours d'ailleurs, il faut relancer constamment. Pour aller au bout, on va laisser Rémi Rochas arriver avec une quarantaine de secondes de retard sur Dorian Godon. On va faire une petite pause. Ensuite, on se retrouve très vite ici sur la route d'Occitanie. À tout de suite. Dorian Godon, toujours meilleur temps depuis quelques instants de ce... Maille présente le sandwich. Sélectionner, disposer, composer, hésiter. Ah non. Étonné. 1000 façons de préparer un sandwich, une seule de le sublimer. Mayonnaise et moutarde Maille. Braun Smart Épilateur. 2 ans de peau douce à portée de main avec le premier épilateur à lumière pulsée intelligent du monde. Approuvé par des dermatologues, il scanne le teint de votre peau et endort le poil à la racine. Braun Smart Épilateur vous guide pas à pas pour des résultats visibles dès la première utilisation. À vous de jouer. Vous voulez prendre soin de vous et faire le point sur votre poids. J'ai la solution. Rendez-vous sur regimebox.fr pour calculer votre poids idéal. C'est gratuit et sans engagement. Rentrez vos informations et en quelques minutes, obtenez votre IMC et votre poids idéal. Et en fonction de votre résultat, Regimebox vous proposera le programme le plus adapté à vos besoins. J'ai calculé mon poids idéal sur regimebox.fr. J'ai commandé ma box et j'ai perdu 19 kilos avec Regimebox. Alors, rendez-vous sur regimebox.fr. Boniplus, les solutions d'urgence dentaire. Appareil dentaire cassé, réparez-le vous-même avec Réparfix. Sûr, simple et rapide. Réparfix est un dispositif médical qui permet de réparer une prothèse cassée ou de refixer une dent détachée de votre prothèse. Réparfix en pharmacie. Demandez conseil à votre pharmacien. On est à côté, on vient vous faire un coucou. Et découvrez aussi Silite Banque Javel, ultra efficace pour nettoyer la saleté et désinfecter chaque recoin de votre maison. Silite Banque Javel.
J'ai perdu 24 kilos avec Comme J'aime. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 16 kilos avec Comme J'aime en 8 mois. Et j'ai perdu 15 kilos. Alors vous aussi, perdez vos kilos en trop en dégustant de délicieux repas Comme J'aime à partir de seulement 3,92 €. En plus, aucune prise de tête. Recevez votre colis Comme J'aime directement chez vous. À l'intérieur, tous vos repas pour le mois. 28 petits déjeuners, 28 déjeuners, 28 goûters et 28 dîners. Alors pour perdre du poids tout en mangeant de bons repas à partir de seulement 3,92 €, oui, 3,92 €, rendez-vous sur commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. C'est bon, j'ai appelé le plombier. Il passe dans 3 jours. Parfait, mon amour. Sinon, il y a Desktop Turbo. Pour quelques euros, sa formule concentrée débouche illico les bouchons, même les plus difficiles, en 5 minutes chrono. Desktop Turbo. Et quand votre évier de cuisine est bouché, il y a Desktop Spécial Cuisine pour détruire l'accumulation des résidus alimentaires dans vos canalisations. Ah, Desktop Spécial Cuisine. Profitez bien de votre essai gratuit. Allô, tu m'entends? Oh oui, j'entends très bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oh oui, j'entends très bien. Alors, tout s'est bien passé? Oh oui, j'entends très bien. Découvrez notre gamme à partir de 0 € de reste à charge. N'attendez plus, prenez rendez-vous chez Amplifon, dispositif médical. Chez Lidl, les 2 paniers de cabillaud sont à 2,29 €. Oui, 2,29 €. Choisir Lidl, c'est choisir les petits prix. Les paniers de cabillaud Lidl, croustillants et tendres à la fois. Saveur de l'année 2025. Choisir Lidl, c'est choisir la qualité. Mais pourquoi choisir entre le prix et le goût quand on peut choisir Lidl? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Danser toute la soirée. Assister au match de son équipe préférée. Vos jambes lourdes vous gênent? Pensez à Daflon. Daflon 500 mg, efficacité cliniquement démontrée dans les troubles de la circulation veineuse, jambes lourdes, douleurs, impatience. Daflon, passe à l'action. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Le cyclisme avec Total Énergie. Retrouvez le cyclisme avec le CIC. De retour sur la route d'Occitanie pour cette première étape aujourd'hui entre Saint-Affrique et Roquefort, un contre-la-montre individuel où pour l'instant eh bien, le meilleur chrono est français, c'est Dorian Godon qui a réalisé un super chrono en un peu plus de 15 minutes 46 aujourd'hui pour l'instant évidemment, mais c'est lui qui est le meilleur. Oui, il a fait parler sa puissance sur ces 10 km 500 de parcours. Départ en bosse, on a senti que le coup de pédale était puissant. Il a poussé fort, il a basculé, une très belle descente ensuite lancé à pleine vitesse et sur la ligne d'arrivée, il est passé toujours assis sur la selle. Oui, Dorian Godon a marqué vraiment un beau chrono, 40 km/h de moyenne sur ce parcours avec 300 mètres de dénivelé en 10 km 500 à peine. Oui, ce sera un temps qui reste peut-être battable, mais ce ne sera pas simple. Il va falloir sortir le grand jeu pour aller détrôner Dorian Godon. 15 minutes 46 secondes et 15 centièmes exactement pour Dorian Godon, le coureur de Décathlon AG2R qui a réalisé le meilleur chrono il y a quelques minutes seulement, qui est devant donc Anton Schiffer, l'Allemand qui a longtemps été le meilleur chrono mais qui a 16 secondes de retard sur le français. Et surtout, il a très bien fini, Dorian Godon. À noter Jefferson Cepeda, on en a parlé, un excellent grimpeur qui pourra avoir son mot à dire pour le classement général. Il était bien parti, Cepeda. Il a passé au bout de 5 km à 12 secondes. Bon, ça fait quand même 12 secondes, hein, plus de 2 secondes au kilomètre, mais à l'arrivée, Jefferson Cepeda, il était 5e au point inter, il n'occupe que la 14e place à 44 secondes. Ça a bien coincé après. Hein. Alors, le petit gabarit dans la descente, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace, hein, mais dans la montée finale, il faut bien noter que Dorian Godon a été capable d'être aussi efficace qu'au départ, peut-être même encore davantage, ce qui lui permet vraiment de pouvoir espérer faire un très grand résultat aujourd'hui. Il le savait hein, certainement qu'il avait un coup à jouer, il a bien préparé son affaire, et on l'a senti déterminé au moment où il s'était lancé sur la lampe de le lancement tout à l'heure. Et on voit ici son coéquipier, Andrea Vendrame, l'Italien, victoire d'étape sur le Giro hein, pour ce garçon, qui est un client lui aussi. D'accord d'étape aussi sur Tirreno Adriatico. Cette année, il est en forme, Andrea Vendrame. Et vous voyez ce petit QR code en bas. Vous pouvez toujours aller scanner ce QR code pour poser directement vos questions à Laurent Jalabert. Et justement, Laurent, j'ai une question de Jean-Claude qui vous demande précisément, est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour les coureurs un jour de contre-la-montre comme ça? Est-ce que plus généralement aussi, certains le travaillent, on va dire, plus que d'autres? C'est
toujours compliqué de travailler le chrono parce qu'on est pris par les compétitions qui s'enchaînent bien souvent et on est davantage parti en stage pour travailler en altitude, travailler plutôt le coup de pédale de montagne et essayer d'aller s'améliorer, améliorer sa condition physique. Mais c'est vrai que c'est un exercice, on le voit, spécifique, avec du matériel spécifique et qui demande forcément à ce qu'il y ait à des entraînements spécifiques aussi, avec ces machines notamment, qui ont des positions particulières. Et on a peu l'occasion de le faire. Alors une journée comme ça, c'est important le matin d'aller rouler avec le vélo de chrono, de reconnaître le parcours. Quand on a des ambitions au classement d'une étape comme celle-là, surtout sur 10 km 500, alors aujourd'hui c'est un parcours un peu dur, mais où ça peut se jouer à quelques secondes, voire à quelques centièmes, la connaissance du parcours est capitale. Donc ceux qui avaient envie de faire un bon chrono seront venus faire le parcours une fois, peut-être davantage même, histoire de bien se mettre en tête la trajectoire idéale et ensuite l'approche. Il y a un protocole d'échauffement qui est bien calibré pour chaque coureur, de façon à monter progressivement en régime, pour qu'au moment de s'élancer, on soit directement dans l'allure, dans la bonne allure, celle qu'on peut livrer et tenir jusqu'à l'arrivée. Ce sont de longues journées, peu de kilomètres au compteur, mais c'est long. On est obligé d'aller s'échauffer, revenir à l'hôtel, manger 3 heures avant, voilà, retourner à l'échauffement avant l'épreuve. Ouais, longue journée pour 10 bornes. Et Kevin Genietz. Kevin Genietz, c'est un bon chronomane aussi. Hein. Attention à lui, on va voir son temps de passage au sommet tout à l'heure. Le temps de référence. Le temps de référence, c'était 9 minutes 40, le temps de Dorian Godon, hein, au bout de 5 km 300. Pardon. Au sommet de la côte de Thiergues, exactement. Le chrono intermédiaire. On est très loin là pour Maël Guégan. Il y a une question que certains se posent peut-être également. Alors c'est pas une question QR code, Laurent. Une question que beaucoup se posent. Pourquoi cette année a-t-on décalé la route d'Occitanie du mercredi au samedi? Et la réponse c'est qu'il y aura une très belle course à vivre toujours ensemble, Laurent. Dimanche, une course 100% andorrane, c'est une première. On voulait vous expliquer évidemment ce décalage de course du mercredi au samedi. Une course 100% andorrane, l'Andorra Classica, qui aura lieu dimanche, donc avec beaucoup de coureurs qui sont ici pendant les 4 jours de la route d'Occitanie, que l'on retrouvera aussi dimanche, et puis d'autres qui viendront spécifiquement pour dimanche. Et on annonce depuis ce matin, Laurent, des Henrik Mas, des Pidcock et des Skelmose présents dimanche. Très beau plateau donc à prévoir et à vivre évidemment sur France 3 avec le support technique donc des organisateurs de la route d'Occitanie qui il y a 18 mois ont été contactés tout simplement par la Fédération de cyclisme andorrane, accompagné d'un certain Carlos Verona de Lidl Trek qui a joué les intermédiaires. Il voulait une course au mois de juin en Andorre, 100% andorrane. Au mois de juin, évidemment, le calendrier est chargé. Il voulait aussi l'appui logistique, évidemment, organisationnel de gens qui s'y connaissent. Ils se sont rapprochés de la route d'Occitanie. Et voilà comment est née cette course qui aura lieu dimanche. Oui, très bien, très belle initiative. Première édition donc, pour cette classique nouvelle course. Et puis c'est vrai que Andorre est une terre qui aime le vélo, d'ailleurs, et que les cyclistes adorent aussi. C'est une région très difficile. Hein. Très difficile, on est au milieu des montagnes, c'est très compliqué de rouler à Andorre. Il faut avoir des bonnes conditions physiques parce que les kilomètres de dénivelé positif, ils s'enchaînent. Et donc, beaucoup de coureurs, cyclistes pros, étrangers, notamment, ont pris résidence là-bas, justement parce que c'est beaucoup plus sympathique de s'entraîner dans ces contrées-là et préparer donc les futurs objectifs. Donc, ça explique peut-être aussi que certains aient envie de faire le déplacement parce qu'ils habitent à côté. Hein. Ça va être sympa pour eux de courir à la maison finalement, et c'est une course vraiment qui tombe bien juste avant, une semaine avant les championnats nationaux des différents pays et 2 semaines avant le départ du Tour de France. Quelle est belle cette image, on est au cœur de Saint-Afrique avec ces enfants. Alors aujourd'hui c'est mercredi, il n'y a pas école évidemment, et il vous salue avec ce vélo géant, des images que l'on retrouve souvent sur le Tour de France. Ouais, merci pour cette belle animation. Une vue d'hélicoptère parfaite pour les roues qui tournent de ces enfants. Le centre de loisirs, pour être précis, de Saint-Afrique. Saint-Afrique qui est le lieu de naissance, le savez-vous, Laurent, d'un certain Stéphane Diagana, qui est né à Saint-Afrique. Consultant, évidemment, France Télévisions d'athlétisme. Et évidemment, champion du monde du 400 mètres haies. Stéphane Diagana est né à Saint-Afrique. Je ne savais pas.
Et puis on pense évidemment aussi à Richard V qui a été triple vainqueur du Dakar, qui était de Sainte-Afrique, malheureusement décédé il y a 21 ans. Et d'ailleurs en passant dans le village, on remarquerait en y passant qu'un gymnase porte désormais son nom depuis l'année dernière pour rendre hommage à ce grand pilote triple vainqueur du Dakar. Toujours un œil sur Kevin Genietz, le coup de pédale est puissant. Il est passé au sommet de la bosse, alors quel est le temps de Kevin Genietz? Ouf, il est loin. Oh oui. 10,06, 26 secondes, le coup de pédale est puissant, mais il est heurté. C'est beaucoup moins efficace évidemment que Dorian Godon tout à l'heure. Oui. 26 secondes de retard, oui, il sera pas dans le jeu, Genietz. Non, c'était très fluide tout à l'heure, du côté de Dorian Godon, beaucoup moins heurté effectivement. Il se bat, hein, Kevin Genietz, on l'a vu, il le fait à fond ce chrono, mais voilà, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Il est là sur la partie descendante, vous le voyez. Et au loin, là-bas, sur la gauche, il va falloir remonter vers Roquefort. Et cette étape entre Sainte-Afrique et Roquefort, on l'appelle l'étape du centenaire, Laurent, tout simplement parce qu'on fête cette année, en 2025, le centenaire de l'appellation d'origine protégée du fromage Roquefort. Et donc, on le fête cette année avec cette étape entre Sainte-Afrique et Roquefort. Ça a été d'ailleurs la première appellation d'origine protégée pour un fromage donc en France en 1925 déjà, pour éviter entre guillemets que d'autres s'emparent de cette entre guillemets recette, évidemment, cette façon de faire, en tout cas de ce savoir-faire du Roquefort. Et c'est vrai, quand on se balade ici dans le village, il y a de nombreuses fromageries qui s'égrènent tout au long du parcours ici et aussi au cœur du village. Voilà pour le nom de l'étape du centenaire aujourd'hui entre Sainte-Afrique et Roquefort. Ouais, et on apercevra peut-être tout à l'heure ce sang là, marqué sur la montagne. On est ici avec Anthony Pérez, je crois. Oui, Anthony Pérez qui amène un développement énorme ici dans la descente. Lui aussi le fait à fond et pour l'instant il est dominé lui aussi. 23e temps seulement, 40 secondes de Dorian Godon après 5 km 300 de course. Et les départs qui s'enchaînent, on l'a dit toutes les minutes. Anthony Pérez, le Toulousain, qui a d'ailleurs il y a quelques jours, puisqu'on parle de montée de Côte de Tiergue, a testé la Côte de Tiergue, non pas la Côte de Tiergue, pardon, le Puech David, qui sera l'une des grandes, on va dire, sympathies pour nous à regarder derrière nos écrans, mais de l'étape Toulouse sur le Tour de France cette année, avec une montée Puech David qui est avec des pourcentages à plus de 20%. Ça va en calmer certains, ça va partir quasiment au bord de la Garonne et ça monte d'un coup sur un virage. Et cette côte de Puech David pourrait faire des petites surprises sur cette étape Toulouse qui sera, je crois, le 16 juillet prochain sur le Tour de France. Il l'a testé à plusieurs reprises, Anthony Pérez, à domicile pour lui. Oui, il réside à Montauban maintenant, mais c'est vrai qu'il connaît parfaitement les lieux. Il habitait longtemps à Toulouse. Cette côte de Puech David, on la connaît tous, mais on la prend jamais à vélo. Hein. C'est pas utile, à part quand le Tour de France y va, donc ça mérite la peine. Ça vaut la peine d'y revenir pour vraiment se la mettre en tête, se l'imprégner vraiment, choisir le Mont-Braquet, se faire une idée. On ne sait jamais. Ce jour-là, Toulouse, on aurait pu imaginer une arrivée au sprint, mais avec une bosse comme ça près de l'arrivée. Le sprint est compromis, hein, donc on peut alors se dire qu'une échappée pourrait jouer la gagne. Les équipes de sprinteurs peut-être n'auront pas l'assurance de pouvoir contrôler jusqu'au bout et d'avoir leur sprinter maison qui passe à coup sur la bosse. Donc Anthony Pérez qui mise sur les échappées. Je ne sais pas s'il a déjà son billet en poche pour aller sur le Tour de France, mais au cas où. Voilà, pas sûr pour lui qui, je crois, était sur le Giro, il me semble, Anthony Pérez. Mais il a une théorie en tout cas sur cette étape cette côte de Puech David. Il dit peut-être que finalement, vu que c'est très étroit aussi hein, dans la montée, que des équipes de sprinteurs vont peut-être se mettre devant et faire bouchon finalement, parce qu'à 3 de front, ça bouchera quasiment la route et ça empêchera peut-être certains d'espérer autre chose qu'une arrivée au sprint. On verra ça le 16 juillet prochain à Toulouse sur le Tour de France. C'est vrai que c'est une autre théorie. Hein. Il faudra peut-être repartir un peu avant. Il est là le sang qui a été dessiné sur la montagne pour les 100 ans, donc le centenaire de l'appellation d'origine protégée du Roquefort. La plus vieille appellation. Et il y va tout droit à Roquefort, Anthony Pérez. Ouais, c'est un beau coureur, hein. Il est bien posé sur sa machine, Anthony Pérez. Il a gagné quelques courses quand il est vraiment bien, quand il a... Chaque fois qu'il a gagné, c'est toujours avec un très gros numéro à la clé. On verra si cette semaine il peut tirer son épingle du jeu. Une étape comme celle de demain pourrait parfaitement lui convenir.
C'est un garçon qui a de l'expérience maintenant à 34 ans bien cette année. Avec Kevin Geniez qui se bat toujours dans la montée finale. Il est tout près de l'arrivée, Kevin Geniez. Allez, un des coureurs en vue, un des favoris pour le classement général est en piste aussi, avec Christian Rodriguez, coureur d'Arkea BNB, qui est passé en... Ouais, qui avait réalisé... Avec le meilleur temps. Et oui, 10 secondes même de mieux que le chrono de Dorian Godon. Avec le meilleur temps. Attention, attention à Christian Rodriguez. On prend ça avec des pincettes, on va voir. Mais Christian Rodriguez, oui, qui vient de remporter la Mercantour Classique avec un grand numéro, 50 bornes en solitaire. Christian Rodriguez qui avait déjà pris la 2e place d'une route d'Occitanie. Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans pour la dernière. Et pour le coup, un des favoris, parce que lui, il a le kit montagne. C'est un vrai grimpeur. Oui, il a tout l'appareil pour monter très très haut. Christian Rodriguez. Oui, c'est ça, c'est le Dossard 3. Il est bien en tête avec une avance pour l'instant 10 secondes. Voilà, le voici, Christian Rodriguez. 10 secondes plus rapide que Dorian Godon. Oui, on le voit, en termes de rythme, ça y va. Du côté de Christian Rodriguez, qui avait fini 2e il y a 2 ans au général derrière Michael Woods. Mais Michael Woods n'est pas là cette année, on en parlait un petit peu ce matin. Qui pour succéder à Michael Woods, ce garçon-là est un client pour l'arrivée finale. Il est dans la montée finale déjà, Christian Rodriguez. Michael Woods, lui, est autour de Suisse en ce moment. Et parmi les prétendants à la victoire finale, il y a bien sûr Christian Rodriguez avec sa performance réalisée sur la Mercantour Classique, fait figure d'épouvantail. C'est un des favoris. Et aujourd'hui, il est en train de montrer que les jambes sont bonnes, qu'il est là, qu'il faudra compter sur lui. Il y a beaucoup de moustaches, vous ne trouvez pas? Oui, c'est la mode. C'est la mode. Ouais, c'est le retour de la moustache avec Joris Delbov de la Total qui va s'élancer. On devrait laisser la moustache. Et voilà, on a 4 jours pour faire pousser vous avez la barbe, il va falloir enlever un morceau. Vous, 4 jours, ça va être un peu juste pour faire pousser la moustache, Laurent. Mais non, ça pourra pas. 5 jours, si on comprend la course en Andorre, on le rappelle dimanche. Et Christian Rodriguez, on plaisante, mais lui, il plaisante pas du tout dans la montée finale vers Roquefort. Ça tourne bien les jambes. Ça tourne bien les jambes. C'est pas le même coup de pédale que Dorian Godon. Ça paraît plus heurté, mais ça avance. Il y a moins de puissance qui se dégage de ce coup de pédale, mais c'est l'efficacité qui compte. Il est sur le grand plateau, ça va vite. On va voir s'il a réussi à maintenir 10 secondes d'avance quand même, c'était beaucoup. Alors qu'Anthony Perez va en terminer, il est à l'approche de la ligne d'arrivée avec presque 1 minute de retard. Il y aura la minute. On peut l'encourager très fort, Anthony qui va terminer à 1 minute. Perez qui sera au-delà de la minute sur ce chrono, mais attention à cet homme-là, Christian Rodriguez, qui pourrait bien faire exploser le chrono de référence de Dorian Godon, les 15-46-15. On rappelle que Dorian Godon avait très bien fini. On va voir si Christian Rodriguez est parti très fort et s'il est capable de finir aussi bien. Donc il s'écrase un petit peu dans la montée finale. Ouais, vainqueur, vous le disiez, Laurent, du Mercantour cette année. Vainqueur aussi du Tour du Rwanda il y a quelques années, là où auront lieu les prochains mondiaux de cyclisme au Rwanda. Oui, encore 20 secondes, il va prendre le meilleur chrono. Il va le faire, Christian Rodriguez, il va même avoir quasiment 15 secondes d'avance sur le chrono de Dorian Godon. C'est fait avec un 15-32-11 exactement pour Christian Rodriguez et 14 secondes de mieux que Dorian Godon. Très bien. Et la règle est toujours la même pour l'instant depuis le début de ce chrono. Celui qui a le meilleur temps intermédiaire finit aussi avec le meilleur chrono à l'arrivée. C'était le cas de Dorian Godon, c'est le cas aussi de Christian Rodriguez, c'était le cas avant d'Anton Schiffer. Ouais, c'est un peu la règle de base sur un contre-la-montre. Un chrono aussi court, il faut être efficace dès le kilomètre 0, dès la sortie de la rampe de lancement. Certains vont partir vite, mais rapidement, si les jambes ne sont pas au rendez-vous, le chrono ne suit pas. Mais quand on est capable de marquer le meilleur temps mi-parcours, c'est que les jambes tournent fort, après plus de 10 minutes d'effort. Et donc il y a peu de chances pour qu'ensuite ça s'écroule. J'ai une question de Greg, Laurent, qui nous demande quelle est vraiment la journée type en termes d'organisation d'un coureur lorsqu'il ne court comme ça que dans l'après-midi, pour passer le temps entre guillemets et s'organiser au mieux pour être performant. C'est compliqué, c'est ça, il faut garder la concentration tout au long de la journée. On en a parlé déjà tout à l'heure dans l'approche de ce type de rendez-vous. La journée type, c'est voilà, peut-être faire un peu la grasse matinée,
puisque les premiers départs étaient à partir de 14 h, donc ça laisse le temps d'aller faire une petite sortie le matin après 10 h, 10-11 h même, on roule 1h30 peut-être, 1 heure à peine, pour histoire de sentir les sensations et surtout de reconnaître le parcours. Et puis le déjeuner quelques temps avant le départ, donc 3h30, 4 h, tout dépend des coureurs. Et ensuite, on rentre dans sa phase d'approche avec cet échauffement important. Il faut se rendre sur le site de la course. Là, bien souvent, les coureurs sont cantonnés dans les bus climatisés, heureusement. Mais voilà. Et là, il faut savoir rester dans sa bulle. Il faut garder sa concentration, ne pas laisser l'esprit s'évader loin de la course. Si on a l'ambition de faire un grand résultat, il faut rester concentré et être à l'écoute de son corps. Voilà, c'est un peu de la méditation presque. Il faut être très à l'écoute de son corps et savoir qu'on va lui demander le maximum d'ici peu et il va falloir qu'il réponde de présent. Donc il faut prendre soin de lui, de l'échauffer correctement pour qu'il soit capable de nous livrer le meilleur de lui-même. Et puis une fois que l'arrivée est franchie, on rentre dans la phase de récupération immédiatement. Le petit coup d'entraîneur, la boisson de récupération, retour au bus et aux douches et rallier l'hôtel le plus rapidement possible dès que suffisamment de coureurs sont arrivés pour faire une voiture et partir vers les hôtels et commencer les massages. Oui, parce qu'il y aura 196 km dès demain à parcourir sur l'étape numéro 2. C'est quand même pas mal entre Gignac et Carmaux. Et vous le voyez sur ce QR code à l'image. Vous pouvez scanner avec vos smartphones pour poser donc vos questions à Laurent. On refait une petite pause, Laurent, la dernière, avant de vivre évidemment pleinement toute la fin de ce chrono et de cette première étape ici de la route d'Occitanie. À tout de suite. Les fuites urinaires seraient synonymes de faiblesse. Honte. Vraiment? Repensez votre protection. TENA. Dispositif médical. Profitez bien de votre essai gratuit. Allô, tu m'entends? Oh oui, j'entends très bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oh oui, j'entends très bien. Alors, tout s'est bien passé? Oh oui, j'entends très bien. Découvrez notre gamme à partir de 0 € de reste à charge. N'attendez plus, prenez rendez-vous chez Amplifon. Dispositif médical. Dites-le à tout le monde, Stana, ça change la vie. Appelez Stana au 0800 801 064. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 44 kilos en 9 mois. En 6 mois, j'ai perdu 11 kilos. Et moi, j'ai perdu 50 kilos en 10 mois. Grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 13 kilos en 5 mois. J'ai perdu 11 kilos en 4 mois. J'ai perdu 9 kilos en 4 mois. Et moi 15. Ça c'était moi avant et aujourd'hui j'ai perdu 15 kilos. En 9 mois, j'ai perdu 24 kilos avec Comme J'aime. Et moi, 57 kilos en 11 mois. Alors pour perdre du poids tout en mangeant de bons repas à partir de seulement 3,92 €, rendez-vous sur commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. C'est vrai qu'il y a des choses et des objets qui nous tiennent à cœur. Et quand on doit s'absenter, ça peut être stressant de les laisser à la maison. Mais bon, avec Orange Maison Protégée, votre domicile est sous télésurveillance 24 heures sur 24 et tout est compris à petit prix. Et vous pouvez partir l'esprit tranquille. Orange est là. Le cyclisme avec Total Énergie. Retrouvez le cyclisme avec le CIC. De retour sur la route d'Occitanie pour vivre ensemble la fin du contre-la-montre individuel entre Saint-Affrique et Roquefort aujourd'hui. C'est le lieu de la première étape de la route d'Occitanie, première des 4 étapes aujourd'hui. Et tout à l'heure, Dorian Godon était en tête, le Français. Il ne l'est plus puisque Christian Rodriguez a pulvérisé le chrono de Dorian Godon avec 14 secondes d'avance sur le Français. Oui, Christian Rodriguez est un coureur en forme qui vient de gagner la Mercantour Classique il y a de cela 3 semaines et qui est un excellent grimpeur, qui a déjà connu le podium ici sur la route d'Occitanie et qui est arrivé avec des ambitions sur cette édition. Sa forme du moment, la confiance qu'il habite et le parcours l'inspire énormément. Donc on va falloir compter sur lui cette semaine. Il fait partie des favoris et aujourd'hui il n'a pas loupé son rendez-vous. De ce contre-la-montre, lui, le fils
d'Anthony Langella. Ouais, et il a fait un sacré chrono parce que 15-29 sur ce parcours, c'est un très bon chrono, au-delà des 40 km/h de moyenne, largement même pour Christian Rodriguez, qui a donc 14 secondes d'avance sur Godon, 30 sur Schiffer. Ça sent bon pour l'instant pour le maillot orange de leader, mais attention, il y a encore du beau monde qui va partir sur cette fin de chrono. On est dans les 20 derniers départs maintenant. Le dernier qui partira à 16h12, ce sera Raúl García Pierna, l'Espagnol. Il y aura aussi Nicolas Prodhomme qui partira à 16h08. Thibaut Gruel également à 16h09. Stef Kras aussi, le Belge. Il y a encore du beau monde qui va s'élancer sur ce chrono, mais gros chrono à aller chercher quand même. 15-32-11 exactement pour Christian Rodriguez. Oui, c'est-à-dire si ce parcours est exigeant, hein, parce que Christian Rodriguez, des performances dans les chronos, il ne doit pas en compter beaucoup à son actif. C'est pas un spécialiste de la discipline, c'est juste un garçon en grande forme, très motivé, et qui est avant tout un grimpeur. Et aujourd'hui, ce parcours, évidemment, avec ses 300 mètres de dénivelé positif cumulé en seulement 10 km 500, évidemment, ce parcours l'a beaucoup inspiré. Et il a pu exprimer donc toutes ses qualités de grimpeur. Les grimpeurs ne sont pas toujours à la fête dans les chronos. Hein. Et là, pour le coup, ce contre-la-montre, pour eux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, puisqu'on le rappelle, on l'a dit en début de retransmission, mais il y a 80% de montée sur ces 10,5 km aujourd'hui. Et le reste n'est que descente ou presque. Il n'y a quasiment pas un mètre de plat sur ce parcours, à part peut-être au départ et encore dans les rues de Saint-Afrique sur les 200-300 premiers mètres, et puis c'est tout. Et ensuite vous montez 80% du temps. Et pour l'instant il est dans la montée justement. C'est Lorenzo Germani, l'Italien de la Groupama FDJ, coéquipier de Rudy Mollard, de Rémi Rochas qu'on a vu en début de retransmission. Avec comme leader ici Thibaut Gruel qui s'élancera un petit peu plus tard après Nicolas Prodhomme. Alors il y en a qui sont déjà, dans ceux qui nous regardent évidemment, en train de regarder ce qui va se passer dans les jours suivants. Alors on a parlé du Tourmalet vendredi avec l'arrivée à Luzardiden, et Robin qui nous demande: est-ce que vous pensez, Laurent, que tout va se jouer dans le Tourmalet ou plutôt sur la montée finale à Luzardiden? Je dirais plutôt sur la montée finale, mais le Tourmalet est là, et forcément pour être devant dans la montée finale il faudra passer le Tourmalet avec les meilleurs. Il peut y avoir une échappée qui part de loin, mais pour gagner le classement général, ça ne se fera pas sur un coup de dé, hein. Ça va se faire vraiment à la pédale en costaud. Alors cette étape de Luzardiden avec le Tourmalet, elle est, je pense, décisive, parce qu'une arrivée au sommet au terme d'une montée aussi longue et difficile qu'est la montée de Luzardiden, forcément il y aura des écarts et les grimpeurs devraient être à leur avantage. Donc je dirais plutôt sur le Luzardiden. Mais attention, parce que le lendemain, entre Saint-Gaudens et Saint-Giron, c'est loin d'être facile. Il y a 3 cols, le porté d'Aspect, sur ce versant-là c'est le plus difficile, il n'est pas très long, mais qu'est-ce que c'est raide. Et puis col de l'Accord et col de la Trappe, c'est 2 cols difficiles également. 2 cols ariégeois, on est arrivé à Saint-Giron, ça va être dur de tenir la baraque. Il va falloir une bonne équipe hein, pour celui qui terminera avec le maillot de leader sur les épaules à l'issue de l'étape qui arrive à Luzardiden. Vendredi soir, et bien samedi, il y aura encore du pain sur la planche. Pour aller gagner le classement général, il va falloir avoir une équipe solide. On est ici sur la rampe de départ, vous l'avez vu, au cœur de Saint-Afrique. Ouais, avec le départ de Piganzoli. Et oui, attention à Davide Piganzoli, alors qui n'est pas encore l'un des coureurs italiens les plus connus, mais qui est en tout cas l'un des plus réguliers sur le Giro. Piganzoli qui a terminé 14e du Giro, 13e aussi en 2024. Et les courses à étapes, en tout cas en termes de régularité, ça le connaît déjà à 22 ans.
Oui, c'est un jeune garçon, mais appliqué, qui montre en tout cas de belles qualités de récupération. Déjà de grimpeur, parce que le Giro c'est une course où ça monte beaucoup, et de récupération aussi, parce que jour après jour, il faut y être, à accompagner les meilleurs sur ce terrain-là. Donc attention à lui, il fait partie évidemment des favoris. Peut-être qu'on peut mettre à son avantage justement ses qualités de grimpeur et de récupération, et peut-être comme inconvénient sa jeunesse. Et on peut supposer un manque d'expérience pour avoir cette assurance nécessaire pour aller gagner une course. Ne serait-ce qu'une course de 4 jours, il faut avoir quand même confiance en soi et l'habitude, c'est pas vraiment son cas. Et c'est un gars qui fait des beaux résultats, mais qui ne gagne pas souvent. Et qui roule bien, mine de rien, parce qu'au Grand Camino, cette année, il a terminé deuxième, et il avait fait deuxième aussi de l'étape numéro 2, qui était un contre-la-montre. Il a aussi été champion d'Italie contre-la-montre Espoir en 2022, donc c'est un garçon qui connaît bien le chrono, l'Italien Davide Pigonzoli. Après, il reste la question que l'on se posait au tout début du reportage. Est-ce que vraiment ceux qui sortent du Giro, qui s'est achevé il y a plus de 2 semaines et demie, est-ce qu'ils auront encore avec eux cet avantage-là d'avoir fait un grand tour, ou est-ce qu'ils seront sur la corde raide, déjà un peu usés, fatigués physiquement et mentalement? Il fait chaud. Aujourd'hui, la course est courte et il n'y a pas de round de session de rattrapage. Il va falloir être là bien tous les jours. Donc, premier round aujourd'hui. Pour Piganzoli, comme pour les autres, aujourd'hui, il faut être dans l'allure, il faut être dans le match. On en saura davantage sur son état de fraîcheur et ses ambitions à l'issue de ce chrono. Et déjà après 5 km 300 au sommet de la première côte. Ouais, pour l'instant, on est loin pour Simon Bach qui est à plus de 2 minutes ici à l'arrivée. Chomin, joueur Estia Rieta de l'Euskadi Euskadi qui s'élance. Alors Laurent, on parlait des 100 km de Millau, course à pied très connue ici, qui s'élancera le 27 septembre prochain. Et une question de Jacques Bréfuel, qui fait partie du club d'athlétisme de Millau, qui dit: Laurent, quand est-ce que vous vous inscrivez aux 100 km de Millau? Petite proposition. S'inscrire, c'est pas dur. Non, ça. Ça, je peux le faire de suite. Non, 100 km, c'est une sacrée distance. Hein. Je sais pas si je ferai ça un jour. Mais non, Millau, c'est vrai que c'est une très très belle course qui a une énorme réputation. Mais comme vous l'évoquiez tout à l'heure, avec ces parcours ici, ça doit être extrêmement difficile. Hein. Ça donne pas vraiment envie d'y aller comme ça. Hein. Ah, une grosse prépa, hein. Ouais. Je pense que c'est voilà, il faut avoir du temps devant soi et de la fraîcheur, de la jeunesse, peut-être, enfin tout ce que j'ai plus forcément, quoi. Il me semble en plus que dans les 100 km de Millau, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'en plus vous la prenez dans un sens puis dans l'autre, hein, vous faites un aller-retour. Et monter c'est dur, mais les longues descentes c'est dur aussi en course à pied pour les cuisses de serrer aussi les descentes. C'est bluffant l'allure à laquelle les gars ils vont sur un 100 km à pied. Les gars et les filles d'ailleurs. Hein. Des athlètes. Eux en ont 10 fois moins à faire aujourd'hui en vélo, c'est 10 seulement. Et trouvé accident en janvier en préparation. Il a été percuté par un véhicule en préparation de début de saison, tout début janvier pour Simon Kerr, qui est le plus occitan des Britanniques. Simon Kerr. Il avait gagné une étape sur la route d'Occitanie, mais là, il est en reprise, ça va être compliqué, j'imagine, pour lui. Et puis sur ce chrono-là, les premières images nous indiquent qu'il prend aucun risque. Hein. Ah non. Il était en roue libre, c'est le seul qu'on a vu en roue libre dans un chrono, même s'il approchait du rond-point où il faut quand même prendre la bonne trajectoire. Il a freiné longtemps avant, hein. Il ne risquait pas de sortir du cadre. Et encore, on est heureux de le retrouver si tôt parce qu'on pensait plutôt à une reprise au mois de juillet. Finalement, il reprend un peu plus tôt que prévu. Il a été opéré après ce grave accident en janvier. Il y a eu d'abord une période de récupération. Finalement, il a dû passer par l'opération. Simon Kerr qui a grandi en tout cas du côté de Limoux. Regarde ça. Et attention, oui, Sander de Pestel. à 4 secondes seulement du chrono de Christian Rodriguez. Oui, 4 secondes 28 centièmes exactement, et deuxième temps de Sander de Pestel. Ouais. À fond, et bravo, belle performance, Sander de Pestel. Ouais, et la G2R, Decathlon G2R qui réalise de très bons chronos avec Dorian Godon, avec Sander de Pestel à 4 secondes seulement de Christian Rodriguez. Et au moment où d'ici peu va s'élancer peut-être le leader de cette formation, Nicolas Prodhomme, leader pour le classement général.
Simon Carr qui là s'active dans la partie montante en direction de l'arrivée, très affûté. Coup de pédale est énergique. Et bon chrono également de Lorenzo Germani. Oui, Lorenzo Germani qui va être sous les 20 secondes à l'arrivée certainement. À la troisième place. Oh non, ça sera peut-être la quatrième pour, pour un peu moins de 2 secondes pour Lorenzo Germani, juste derrière Dorian Godon. Abel Baldaston qui s'élance lui aussi de la Cara Rural, équipe espagnole. Et alors qu'à l'opposé, quasiment à l'opposé, Simon Carr va bientôt en terminer. Et vous le disiez Laurent, on le voit à l'image, sur ces images magnifiques, il n'y a pas un mètre de plat ici. Ah, non. Si, les gars du coin ils doivent trouver un peu de plat, hein, mais bon, quand t'es pas du cru, et si tu vas faire du vélo, c'est sûr tu te prends des bosses. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, Steph Kras à son tour. C'est le leader de cette formation. Et encore 300 mètres. Simon Carr qui est le dernier vainqueur d'étape sur la route d'Occitanie. Et oui, parce qu'il avait remporté la dernière en 2023. Exactement, il y a 2 ans à Saint-Giron. Parce qu'on le rappelle, l'année passée, l'épreuve n'avait pas eu lieu. Faute de possibilité d'avoir les forces de l'ordre qui étaient réquisitionnées pour les Jeux Olympiques, donc c'était compliqué. Alors, on ne pouvait pas faire courir de risque aux coureurs. C'était sûrement une grande frustration pour l'organisation, mais qui revient et qui met les bouchées doubles avec une nouvelle organisation. Ouais, et ce sera quand même un grand moment pour Simon Carr qui relance enfin sa saison en juin après ce terrible accident en janvier et qui a repris un dossard, qui a remis un dossard ici, qui a relancé sa saison sur cette route d'Occitanie. Nicolas Prodhomme, l'un des favoris peut-être pour la victoire finale. Attention là au moment du départ sur la rampe pour le seul Français vainqueur d'étape sur le Giro cette année. Ah, une étape sur le Giro, hein, c'est pas rien quand même. 15e au classement général. Donc Nicolas Prodhomme, un garçon régulier qui a fait de très belles performances récemment et qui pour le coup fait partie quand même des hommes à suivre et même des favoris. Pourquoi pas, même s'il ne gagne pas souvent, Nicolas Prodhomme. Il n'a que 2 victoires à son palmarès. Ouais, il avait gagné sur le Giro cette année à Champoluc, la 19e étape en solitaire, après avoir été échappé avec des garçons comme Tiberi, Menties, Arrieta, Verona et Bilbao. Et le seul survivant à l'arrivée de cette échappée, c'était lui, qui n'a jamais été repris lui par le peloton, qui avait été le sprint du peloton remporté par Del Toro. Il n'y avait que des clients derrière lui. Et une 15e place effectivement au général et une 3e aussi au niveau des classements des grimpeurs sur ce Giro avec ses échappées multiples, parce qu'il avait multiplié les échappées sur le Giro, Nicolas Prodhomme. Magnifique cette image aussi du viaduc qui est une grande réussite, le viaduc de Millau avec des pylônes à plus de 300 mètres de haut. 340 mètres même pour le plus haut, 343 mètres exactement, et 2460 mètres de longueur. Magnifique pour enjamber la vallée du Tarn. Ce sera au-delà de la minute de retard pour le Norvégien Svestad Bartseng, 1.03 exactement. C'est bien ce petit QR code, Laurent, parce qu'il y a des questions, puis il y a aussi des choses qui vont faire plaisir. Il y a Nathan, 17 ans, qui dit: je n'ai aucune question pour Laurent, mais juste pour lui dire que j'admire beaucoup l'homme et le coureur que vous étiez, Laurent. Voilà, c'est une question. De 17 ans, c'est sympa, ça, merci. Il n'était pas né, j'avais déjà arrêté le vélo. On doit suivre beaucoup le vélo dans sa famille. Oui. Et oui, mais on voit l'image, Laurent. Attention à ce garçon aussi, Jesus Serrada. Il peut avoir des coups de génie et il peut sauter comme un popcorn aussi. Donc on verra cette semaine comment ça se passe pour lui. Jesus Serrada, c'est un peu
Pile ou face, à qui tout double. Donc voilà, à suivre parce qu'il est très bon grimpeur. Alors aujourd'hui sur le chrono, je ne pense pas qu'il soit en mesure de réaliser le meilleur temps, mais bon, nous verrons, pourquoi pas. Hein. Il arrive des boucles de la Mayenne avant d'arriver ici sur la route d'Occitanie, où il a connu 2 podiums, mine de rien. 2e de cette route d'Occitanie en 2021 et 3e en 2022, mais jamais de victoire finale pour l'instant pour Jesus Herrada, l'Espagnol. Et le temps de Piganzoli qui est passé au sommet de la côte de Thiergues en 8e position seulement. 22 secondes de perdu, voilà, il n'a pas récupéré du Giro Piganzoli. Ouais, on a déjà un début de réponse sur son état de forme. Et on verra pour Nicolas Prodhomme dans quelques minutes maintenant. Yardi Christian van der Lee, le néerlandais qui s'élance. Alors on est là sur Jesus Herrada. Et après Van der Lee, eh bien, il y aura Raúl García Pierna qui sera le dernier à s'élancer dans moins d'une minute maintenant sur ce chrono. Stef Kras, le Belge, qui est sur la première partie, sur le faux plat montant, une fois qu'on est sorti de Saint-Afrique pour l'instant. Jesus Herrada, qui a été quand même 2 fois champion d'Espagne, qui a porté ce maillot de champion d'Espagne à 2 reprises déjà, en 2013 et en 2017, qui est un client. Voilà, le dernier à s'élancer, qui est un autre Espagnol, c'est Raúl García Pierna. Ils sont 2, il y a son frère également qui est engagé. Raúl qui prend des pincettes pour la victoire finale ici, Raúl García Pierna. Ils sont tous maintenant sur la route où ils en ont tous terminé. Le frère, c'est Carlos, frère de Raúl. Raúl Garcia qui est chez Arkea cette année. Et Carlos est chez Burgos, espagnol. Et papa, le Félix, était un coureur aussi. Ah, oui, je crois que c'est oui. Cette première étape, l'arrivée du coureur Félix Garcia, c'est un bon grimpeur. Qui porte donc qui a fini comme 14e du tour en 2000. Le papa de Raúl et de Carlos. Surveille évidemment les arrivées qui s'enchaînent ici à Roquefort. Avec Jaakko Hänninen qui est très loin à 2 minutes 27. Ce qui vous fait un chrono en 35 km/h pile aujourd'hui sur les 10 km 5. Ouais, c'est déjà une performance, 35 km/h, mais bon, ça suffit pas pour aller chercher les meilleurs chronos. Évidemment, il fallait rouler plus vite que 40 km/h. Quand même, il n'y en a pas beaucoup des chronos où on sort un petit 40 km/h de moyenne. Nicolas Broyard qui sera sous la minute, c'est un très bon chrono pour Nicolas Broyard sous la minute. Avec toujours, on le rappelle, ce chrono de référence réalisé par Christian Rodriguez en 15:32:11 exactement. Il est là, le vainqueur d'une étape sur le Giro, le seul Français vainqueur cette année sur le Giro. Ça, c'est important pour la confiance. Nicolas Prodhomme, c'est un garçon qui roule beaucoup pour ses leaders, qui a eu peu l'occasion de gagner au cours de sa carrière. Et voilà, décrocher une grosse victoire comme ça, sans rien devoir à personne, en étant là chercher soi-même. Perspective, voilà, on est habité ensuite d'une confiance qui nous permet d'envisager les choses autrement. Et je suis certain qu'il s'était lancé dans cette route d'Occitanie en se disant je peux peut-être y aller moi aussi gagner le classement général, pourquoi pas. Et oui, forcément, les ambitions grandissent avec la victoire sur le Giro, lui qui a aussi gagné une étape sur le Tour des Alpes. Ouais, il était arrivé avec le jeune prodige Paul Sexas, que l'on a vu sur le Critérium du Dauphiné, et voilà, les deux garçons arrivent main dans la main, et Paul Sexas qui malgré son jeune âge, a dit non, moi je ne gagnerai pas aujourd'hui, c'est à Nicolas Prodhomme de gagner, parce que ça fait plus longtemps que moi qu'il est dans le circuit, il s'est toujours sacrifié pour les autres, et des occasions de gagner, j'en aurai d'autres. Grande preuve de maturité déjà de la part de Paul Sexas, qui a terminé 8e du dernier Dauphiné, à 18 ans seulement. Et encore, il y a eu cette chute dans la dernière étape, mais 8e dans tous les cas du Dauphiné, c'est une énorme performance à 18 ans pour le jeune Français.
étape du Tour d'Italie, alors qu'on termine ici. On attend le premier chrono intermédiaire pour Nicolas Prodhomme qui ne devrait pas tarder. Adrien Maire, lui, sera sous la minute exactement 59 secondes du meilleur chrono. Il est là, Nicolas Prodhomme. Et regardez qui est là dans ce qu'on appelle, alors c'est comme vous voulez, hein, le Kiss and Cry, le hot seat. Hot seat un peu spécial aujourd'hui, Laurent, vous avez vu? Ouais. Des petits pandas partout. Il est unique. Il n'y en a pas deux comme ça, c'est le seul. Et oui, Christian Rodriguez, on l'a vu, hein, en train de jouer sur son portable. Dans le Kiss and Cry. Le hot seat, voilà, il attend de voir où il suit l'évolution de la course, peut-être. Et puis Ganzoli sera loin. La digestion du Giro est un peu compliquée, en tout cas pour aujourd'hui. On ne va pas tirer de conclusion hâtive. Et pour lui, on va voir si pour Nicolas Prodhomme c'est la même chose. Hein. Nicolas Prodhomme qui se bat quand même, on le voit ici, qui enlève les mains des prolongateurs, qui relance, qui met beaucoup de braquets. Il y a beaucoup d'intentions. On va voir si l'efficacité accompagne cette bonne intention. On saura ça d'ici peu, hein, au passage au kilomètre 5,3, premier pointage intermédiaire. Le leader ici sur cette course de la groupe 1 FDJ, c'est Thibaut Gruel qui est en piste. Qui est toujours dans la montée initiale, la côte de Thiergues. Qui basculera d'ici à peu près 3 minutes, un peu moins maintenant, on l'espère pour lui en tout cas. Encore un bon kilomètre à parcourir avant de basculer sur la droite dans la descente vers Roquefort. Il ne sera pas devant déjà. Non, parce que le chrono de référence intermédiaire c'est 9,29. Il faudrait aller très très vite là sur le dernier kilomètre, c'est impossible. Ouais, ça monte. Hein, donc, chrono de référence intermédiaire réalisé aussi par Christian Rodriguez, on le rappelle, qui à l'arrivée a le meilleur chrono pour 4 secondes devant De Pestel et 14 sur Dorian Godon. Stef Kras est passé quand même en 9,50 lui à l'intermédiaire, le Belge, mais cela fait quand même 20 secondes de retard, un peu plus même sur le chrono. Et Nicolas Prodhomme qui vient de passer, on vous le dit tout de suite, avec 15 secondes de retard. Nicolas Prodhomme sur le chrono de référence intermédiaire, donc 15 secondes de retard à l'intermédiaire sur Christian Rodriguez. Avec 15 secondes en 5 km, c'est beaucoup quand même, ça fait 3 secondes au kilomètre. Alors c'est une entame de course exigeante, Nicolas Prodhomme, voilà, certainement un peu fatigué et qui a besoin de se remettre en route après un Tour d'Italie où il a beaucoup donné. Ça ira certainement mieux pour lui et pour tous ceux qui ont fait le Giro. Hein. Qu'on a vu également tout à l'heure et qui a perdu 40 secondes sur la ligne. Ça ira mieux pour eux sur des étapes plus longues où ils pourront rentrer progressivement dans la course et retrouver des sensations. Là, c'était peut-être une entame de course un peu trop violente pour eux. Oui, c'est un gros quart d'heure d'effort violent aujourd'hui sous presque 30 degrés. Et en montée, donc il faut être prêt à l'effort tout de suite et aller là à la bifurcation dans ce carrefour giratoire où il faut tourner sur la droite avant de descendre vers Roquefort. Et encore, ils ont presque de la chance parce que la côte de Thiergues normalement continue un petit peu plus haut. Et il y a encore 200-300 mètres de montée si on va vraiment au bout de la côte. Thibaut Gruel est passé lui aussi en 14e position, son retard 23 secondes sur Carlos Rodriguez. Christian Rodriguez, pardon. Christian Rodriguez et non pas Carlos. Non, alors les deux ont fait deuxième de la route d'Occitanie. Ouais. D'une année en plus sur l'autre, finalement. Ça a été Carlos Rodriguez, si je dis pas de bêtises, en 2022, qui avait fini deuxième derrière Michael Woods. Et puis l'année suivante, c'était Christian Rodriguez, toujours derrière Michael Woods. Jean-Charles nous demande, grâce à ce QR code, Laurent, si certains coureurs, très bon chrono de Berhad Fernandez Urco, de son prénom, qui termine avec un très bon chrono et qui sera 5e chrono à 16 secondes de Christian Rodriguez. Il était passé à 10 secondes à l'intermédiaire au kilomètre 5. Donc il était déjà très bien parti. Jean-Charles qui nous demande si certains coureurs utilisent aussi cette route d'Occitanie comme entraînement, alors entre guillemets entraînement, avant le Tour de France. En tout cas test grandeur nature avant le Tour de France. Oui, c'est possible. Hein. Alors lesquels précisément, ça je peux pas vous répondre, mais déjà tous ne sont pas sûrs d'aller au Tour. Pour les équipes qui sont d'office,
invités. Mais c'est possible que certains aient besoin de retrouver la compétition après une longue période d'entraînement et on a parlé d'Anthony Pérez tout à l'heure, bon, peut-être qu'il fait partie de cela, je l'ignore. Et c'est vrai que la route d'Occitanie, c'est l'occasion de se remettre en selle, en compétition, d'aller se tester, de voir le chemin qui reste encore à accomplir, sans trop de pression quand même. C'est pas le critérium du Dauphiné. Il y a moins de pression, certainement, donc voilà, ça a souvent été le cas d'ailleurs, donc on peut imaginer que ce soit à nouveau le cas cette année. Et puis certains aussi, parfois, lorsque c'est limite, essayent de jouer leur place tout simplement dans les 8 pour aller sur le Tour de France. Peut-être que les 7e ou 8e places dans une équipe se jouent là parfois. Ça pourrait, oui, ça pourrait effectivement. Et en dernier recours au championnat national. Bon là, si Raúl García Pierna qui va arriver au point inter, c'est le dernier, hein, et donc Christian Rodriguez, il est très attentif, il n'a pas envie de voir ça même, il ferme les yeux. Alors il est où García Pierna? Il est devant. Il est même temps, une seconde. Même temps que Christian Rodriguez et les deux coéquipiers de l'Arkea BNB Hotel qui vont se disputer, c'est clair, la victoire de cette première étape, et ça va peut-être se jouer à la seconde. En tout cas, ça s'est joué à moins d'une seconde. Meilleur chrono pour l'instant pour García Pierna avec 95 centièmes de mieux que Christian Rodriguez. Je dirais que García Pierna sur cette portion maintenant sera plus efficace que Christian Rodriguez. On voit c'est un gabarit un peu plus tonique. Il saura mieux gérer donc cette partie-là où il faut mettre du braquet. Christian Rodriguez est plus fluet, un peu plus maigre, moins puissant. Et tout risque de se jouer entre les deux sur les 3 derniers kilomètres. Hein. On a vu que Christian Rodriguez avait quand même bien fini. Encore si Raúl García Pierna garde cette efficacité jusqu'au bout. Ouais, pour Nicolas Prudhomme, en revanche, on l'a dit, ce sera trop juste avec un temps intermédiaire où il était déjà à 15 secondes de Christian Rodriguez. A priori, il y a moins d'une dernière partie de chrono monstrueuse. Il sera derrière. Il se bat Nicolas Prudhomme, il se bat un peu avec sa machine aussi. On sent que voilà, il cherche le bon braquet, il met de la puissance, mais c'est pas forcément très efficace. Allez, l'arrivée de Steph Kras de Beauvais, le leader de la formation Total Énergie, qui signe un temps de 16 minutes tout rond ici sur cette ligne d'arrivée. Voici que ça le place à la 7e place provisoire de ce chrono. Une belle performance, 6e place même, puisque cela lui permet de s'intercaler devant Blackstone et juste d'être derrière la Ferrari, donc le fort de la formation. Avec Nicolas Prudhomme dans les derniers hectomètres. On rappelle le meilleur temps sur la ligne, 15 minutes 32 secondes, donc c'est pas possible pour Nicolas Prudhomme, encore 300 mètres évidemment, impossible, il va perdre une quarantaine de secondes lui aussi, hein, comme Piganzoli tout à l'heure. Voilà, c'est peut-être manque de fraîcheur après le Tour d'Italie où on a d'abord besoin de récupérer pleinement avant de repartir en compétition. La reprise de la compétition c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et on reprend avec un chrono, c'est pas un cadeau. En solitaire, lui qui, eh bien, après plusieurs années professionnelles, a trouvé la voie du succès. Ce sera trop juste pour Nicolas Prudhomme. En tout cas pour aujourd'hui, évidemment, hein, il y aura une bonne trentaine de secondes de retard sur Christian Rodriguez. Mais est-ce que Christian Rodriguez sera le meilleur chrono aujourd'hui? La question se pose encore parce que Raúl García Pierna, lui, est bien lancé à la poursuite du meilleur chrono. Et on attend évidemment des nouvelles de l'Espagnol arrivé chez Arkea l'année dernière. Celui qu'on surnomme El Niño Pierna parce qu'il est le petit frère de Carlos, qui lui était du côté de Burgos, de l'équipe Burgos. Et El Niño Pierna est peut-être en train de réaliser le meilleur chrono aujourd'hui. Il y a encore 2 bons kilomètres à aller chercher après la descente là, qui se termine pour lui. La descente elle est finie là, il est sur les premiers hectomètres de la montée, ça me voit bien, hein, ça va vite. Hein. Ouais, ça me semble plus efficace que Christian Rodriguez tout à l'heure. Et c'est bien en ligne pour l'ancien champion d'Espagne du contre-la-montre en 2022. Il connaît bien l'exercice, Raúl García Pierna, qui a encore terminé 3e du contre-la-montre des championnats d'Espagne l'année dernière. C'est un exercice qu'il adore. Ça se voit encore aujourd'hui. Thibaut Gruel qui va en terminer maintenant au-delà des 40 secondes sur le chrono de Christian Rodriguez. Bien battu, lui qui franchit la ligne d'arrivée ici avec un temps de 16 minutes et 17 secondes. Thibaut Gruel, 15e temps provisoire. Le jeune coureur français, 3e des boucles de la Mayenne.
Très bonne fréquence de pédalage hein, ici pour Raúl García Pierna. Ça tourne bien les jambes, ça avance vite. Toujours assis sur sa selle et en position de recherche de vitesse sur son prolongateur. Il secoue un petit peu la tête, mais il s'arrache. On est là avec Zerada, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ouais, en tout cas, ça maintient entre guillemets sa position pour les prochains jours à venir. Il sera sous les 30 secondes de retard, 26 exactement. Ouais, c'est pas un spécialiste du tout. Alors ce chrono il était dur, et ça l'avantage assez, mais c'est pas un spécialiste de la discipline. Oh, il va reprendre Yardi Christian Vanderlei, Raúl García Pierna. À ce rythme-là, il va le reprendre avant la ligne. Oui, il va le reprendre là après le virage. On rappelle qu'ils sont partis à 1 minute d'écart tous les deux. Il a largement en point de mire maintenant. Raúl García Pierna qui imprime un rythme fou sur cette fin de chrono qui pourrait bien, à mon avis, aller... Il lui faut 1 minute pour en terminer. Hein. Au-delà, il sera derrière Christian Rodriguez. Il lui reste à 500 mètres. 500 mètres, 1 minute, Laurent. 30 km/h de moyenne, oui. Ça joue. Et il n'ose plus regarder Christian Rodriguez qui est sur son téléphone. Ça se joue entre Arkea BNB aujourd'hui. Et le maillot orange sera dans tous les cas du côté de l'équipe Arkea aujourd'hui. Il y aura match, hein. Il y avait 1 seconde au point inter, il n'y aura pas beaucoup sur la ligne. Ouais, il a encore 30 secondes. 30 secondes pour arriver, pour aller chercher cette première étape et le maillot orange de leader qui va avec. Je suis pas sûr qu'il y arrive. 300 mètres, ça va se jouer à rien. Il remet du braquet, il finit au sprint. Il n'ira pas chercher Vanderlei, il va le faire. Non, mais la gagne, oui. Oui. Au sprint. Et il va le faire avec 5 secondes, peut-être moins d'avance. C'est lui pour 3 secondes qui est le leader de cette route d'Occitanie qui remporte cette première étape. Victoire donc de Raúl García Pierna pour 3 secondes devant son coéquipier Christian Rodriguez. Il y avait moins d'1 seconde, à peine 1 seconde au chrono intermédiaire, Laurent. Il y en a 3 à l'arrivée. Les coureurs sont très bien informés. Hein. Voilà. Bon, ça reste à la maison, mais c'est vrai que c'est mieux quand ça tombe dans la musette quand même. Mais oui, ils sont très bien informés. À peine la ligne franchie, c'est déjà qu'il a gagné hein, sur un contre-la-montre. Oui, ça va vite. Les informations vont vite. Les infos étaient bonnes et surtout bien remontées au niveau du coureur. Ça lui a servi très certainement d'avoir ce point de référence. Et Christian Rodriguez, là, le temps à battre. Il s'est arraché dans les derniers hectomètres, vraiment, Raúl García Pierna, on l'a senti. Et c'est lui donc qui s'impose ici à Roquefort sur ce chrono inaugural de cette route d'Occitanie. Première étape donc du côté d'Arkea et d'El Niño Pierna, le plus jeune des deux frères García Pierna, qui s'impose ici à Roquefort. Pour celui qui était chez Kern Pharma, il y a encore 1 an, qui est venu chez Arkea l'année dernière et qui offre à l'équipe Arkea cette victoire ici dans cette première étape et un maillot orange qu'il faudra défendre ensuite sur les jours à venir avec un Christian Rodriguez dans son équipe qui lui est 2e. Oui, c'est bien pour l'équipe Arkea BNB parce que voilà, c'est sûr qu'il y aura du travail sur des routes difficiles, mais il y a la possibilité de jouer la gagne du classement général avec un minima avec Christian Rodriguez, hein, parce qu'il a la capacité lui de grimper avec les tout meilleurs. Il l'a montré, notamment sur la Mercantour Classique qu'il a remporté il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Alors officiellement en termes de dossard, le leader qui est le dossard numéro 1 ici, c'est Raúl García Pierna. Et on verra surtout les tas de formes dès vendredi, notamment entre les deux hommes. Et ce sera surtout le plus fort, à mon avis, qui deviendra le leader naturel de cette équipe. En tout cas, victoire de Raúl García Pierna pour 3 secondes devant Christian Rodriguez. 3 secondes et 77 centièmes pour être précis. Et Sander de Pestel qui termine 3e, mine de rien, à 8 secondes. Et on voit ici sur le maillot de Raúl García Pierna les petits liserés du drapeau espagnol au niveau des manches, au niveau des poignets, qui rappelle qu'il a été champion d'Espagne du contre-la-montre il y a 3 ans. Ah, ça c'est pas la boisson de récup hein, habituelle. Voilà. Mais c'est sucré. Voilà.
Moi je pense que le leader ce sera davantage Christian Rodriguez pour la montagne. Je crois davantage à la possibilité que Christian Rodriguez puisse gagner le classement général plutôt que Raúl Garcia qui était sur son terrain aujourd'hui mais qui sera moins à l'aise selon moi dans les grands cols pyrénéens. On l'avait vu sur le Paris-Nice cette année, Raúl Garcia Pierna qui avait terminé dans le top 20 sur le Paris-Nice. 4 jours de Dunkerque aussi, sur le Romandie également. Et c'est lui donc le premier maillot orange de leader pour un garçon qui avait débuté d'ailleurs par la piste en junior. Voilà pourquoi il a des aptitudes certaines sur les chronos, à la fois sur la piste mais aussi maintenant évidemment sur l'asphalte. Et on va revoir les 3 premiers donc de ce chrono, à commencer donc par Sander de Pestel qui s'est arraché et qui a atterri entre guillemets à un peu plus de 4 secondes seulement de Christian Rodriguez qui à cet instant était encore le meilleur chrono. On a 2 doublés, 2 Arkea BNB en tête et 2 Decathlon AG2R au 3e et 4e place. Le tiers groupé. Le deuxième, le voici au ralenti, c'est Christian Rodriguez qui pour 3 secondes et 77 centièmes ne sera que deuxième, les yeux cachés derrière son casque profilé que l'on voit de plus en plus. C'est le casque du moment là. Oui, regardez Christian Rodriguez, les petites cuisses, les petits mollets, les petits bras. C'est voilà, un profil de grimpeur. Un garçon qui va être très à l'aise vendredi et samedi. Et qui a réalisé, je pense, aujourd'hui une très très belle prestation. Oui. C'est peut-être lui, même s'il n'aura pas le maillot orange sur les épaules, le grand vainqueur, en tout cas qui fait la très bonne affaire du jour sur cette première étape. Mais le vainqueur, c'est lui, c'est Raúl Garcia Pierna avec ses 15 minutes 28 secondes pour boucler les 10 km et demi à parcourir ici, dont 8 km, on le rappelle, de montée dans ce chrono. Et demain, c'est lui qui entamera l'étape numéro 2. Entre Gignac, Vallée de l'Hérault et Carmaux Ségala, 196 km au programme, Laurent, avec quelques côtes notamment, quelques difficultés devant. C'est l'étape la plus longue, on l'a compris aujourd'hui, pour sortir d'ici, ça va être compliqué, ça va monter pas mal. C'est une étape très accidentée, pas de grosses difficultés en vue, mais quand même un parcours casse-pattes, comme on dit dans le jargon, et propice à une course de mouvement. Mais propice aux échappées. Ce ne sera pas facile de contrôler sur ce parcours pour l'équipe Arkea BNB. Oui, il y aura quand même, on appelle ça souvent des montagnes russes, des toboggans. Demain, ça pourrait quand même être un bon terrain de jeu pour les échappées, si on arrive à prendre la bonne échappée demain. Oui, il va falloir essayer de trouver des alliés de circonstance, justement, pour contrôler la course, et notamment auprès de quelques équipes de sprinteurs. Donc il faudra serrer de près les équipes qui ont les hommes rapides et ne laisser aucun coéquipier de ces hommes-là se glisser dans une échappée, sinon il faudra se débrouiller tout seul. Et ce sera à suivre dès 14h20 demain, on vous donne déjà le rendez-vous, 14h20 demain sur France 3 pour suivre cette deuxième étape de la route d'Occitanie entre Gignac, Vallée de l'Hérault et Carmaux Ségala. 196 km, effectivement, Laurent, la plus longue de cette route d'Occitanie. Alors qu'on a une vue magnifique là sur Roquefort, qu'on appelle souvent Roquefort tout simplement, mais qui s'appelle officiellement Roquefort sur Soulzon, exactement. Mondialement connu pour son fromage, Roquefort. Et regardez qui est en train de se rendre au point d'interview, qui a récupéré, on l'a vu avec une petite boisson, j'allais dire une boisson pour l'effort, non pas du tout, mais une boisson de récup quand même pour lui. Une boisson pour le plaisir. Voilà. Et il se dirige vers la zone d'interview. Et oui, priorité d'abord à l'interview, madame. Et ensuite, il reviendra évidemment. Il y a des obligations quand on est vainqueur de la première étape de la route d'Occitanie. Il est très en forme, en tout cas il était sur son terrain de jeu favori et encore fallait-il quand même maîtriser les 8 km de montée aujourd'hui. Lui qui est aussi à l'aise sur des chronos un peu plus plats entre guillemets, qui a très bien maîtrisé l'exercice aujourd'hui. Il se rend en zone d'interview, vous allez l'entendre d'ici quelques secondes. Maintenant Raúl Garcia Pierna sera le leader demain lors de la deuxième étape. 24 ans seulement. Raúl Garcia Pierna qui est le plus jeune des deux frères
Carlos, lui qui est, donc je le disais, de côté de Burgos, qui fêtera bientôt ses 26 ans. Et qui avait gagné d'ailleurs, hein, Carlos, sur la route d'Occitanie en 2023. Et on va l'écouter dans quelques secondes. Raúl García Pierna, vainqueur de cette étape entre Saint-Affrique et Roquefort sur Soulzon, vainqueur donc de ce chrono. On l'écoute. Raúl, buena por su primera victoria professionnelle et une grande victoria. Félicitations pour cette première victoire pro. Oui, c'est une très belle victoire. J'avais déjà gagné le championnat d'Espagne. Et ça fait 2 ans que je n'avais rien gagné, donc ça fait plaisir de gagner. Le contre-la-montre, c'est une discipline que je préfère, donc voilà, je suis très heureux. Ce chrono était très difficile. Comment vous l'avez réussi? Oui, c'était très difficile. C'était un départ en montée, donc j'ai fait mon effort jusqu'au sommet, tout en montée. Ensuite, j'ai récupéré comme j'ai pu dans la descente en pédalant. Et ensuite, la partie finale à mort jusqu'à la ligne. Christian Rodriguez est le second Christian Rodriguez est le deuxième sur l'étape. Ce sera le leader de l'équipe? Oui, tu es le leader. Ou c'est toi le leader? Oui, c'est clair. Christian a fait un très bel effort. Ce sera lui le leader. Il vient de gagner la classique Mercantour. Une course très très dure avec de la haute montagne. Et ce sera lui le leader. Il a démontré qu'il était dans une très grande forme. Nous avons une très belle équipe, un très bon collectif et on va essayer de gagner. Tu vas défendre le maillot de leader demain? Oui, j'espère que oui. Bon, jusqu'à l'étape de vendredi dans le Tourmalet, j'espère pouvoir le garder et l'avoir jusqu'à ce jour-là et ensuite que Christian le prenne, ce serait génial. Ouais, mais en tout cas, les choses sont claires du côté d'Arkea en termes de leadership. Lui, il espère garder ce maillot de leader, on va dire, jusqu'à l'étape de vendredi. Et puis ensuite, Christian Rodriguez prendra en tout cas les commandes de l'équipe Arkea, logiquement, évidemment, au vu des qualités en montagne de Christian Rodriguez, qui en plus a terminé deuxième de cette route d'Occitanie il y a 2 ans. Et un petit coup de revanche pour aller enfin remporter cette route d'Occitanie. On va rappeler que le premier français de cette première étape, c'est Dorian Godon qui a terminé 4e derrière Raúl García Pierna. Et que Nicolas Prodhomme est 11e au final à 37 secondes exactement de Raúl García Pierna et donc à 34 secondes de Rodriguez. Oui, entrée en matière difficile mais réussie pour quelques grimpeurs. Donc ça promet du beau spectacle pour la suite de l'épreuve. Et demain, 196 km sur un terrain très accidenté où il sera compliqué de contrôler. Il faudra que cette équipe Arkea BNB trouve des alliés de circonstances, peut-être avec des équipes de sprinters. Pourquoi pas la IF EasyPost avec Marine Vandenberg? Oui, qui a déjà gagné sur la route d'Occitanie. Qui a déjà gagné, qui est en forme, qui va vite, et qui a une seule et unique opportunité de réussir quelque chose, c'est demain. On se lasse pas de ces très belles images ici autour de Roquefort. On rappelle le rendez-vous demain, donc la deuxième étape, 196 km entre Gignac et Carmaux-Ségala. Et on vous redonne le rendez-vous parce qu'on sera toujours là, Laurent, tous les deux demain. Oui, on vivra ça sur France 3, évidemment. Et ce sera à partir, on le rappelle, de 14h20 sur France 3 pour vivre la deuxième des 4 étapes de cette route d'Occitanie qui promet d'être passionnante jusqu'au bout, jusqu'à samedi. En tout cas, rendez-vous demain à partir de 14h20 pour vivre ensemble cette deuxième étape. À demain. À demain.